bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus. C'est notre premier atelier éco-écologique de l'année 2025. Et donc, je suis ravie de vous accueillir. Donc, Géraud Guibert, qui a présidé ce groupe de travail, qui a bien évolué, mais il va vous en parler. J'ai la chance d'avoir aussi avec nous Yann Fradin, qui est vice-président d'Emmaüs France, c'est ça ? Et donc, on attend Dominique Voynet qui va arriver. Donc, ce sujet qui va être plus présenté par Géraud Guibert et d'autres personnes qui ont participé au groupe de travail est un sujet pour nous très important parce que, vous l'avez tous remarqué, l'écologie aujourd'hui est pour certains un sujet tabou et en tout cas quelque chose de pas évident à mettre en place. Et à la Fabrique écologique, on a un souci que cette transition écologique puisse se faire avec tous. Donc je vais laisser la parole maintenant à Géraud Guibert pour introduire ce débat, sachant qu'on va avoir deux parties. Donc cette note qui sort aujourd'hui, qui est déjà mise en ligne sur le site, mais qui sera diffusée demain, est en co-construction, c'est-à-dire que vous êtes tous invités à la lire et à nous faire des suggestions de modifications sur le site ou en nous envoyant un mail. Voilà, c'est la méthodologie de la Fabrique écologique. Et donc ce débat sera en deux parties. Une première partie qui est un petit peu le diagnostic du groupe de travail sur cette problématique. Et la deuxième partie qui sera sur des propositions concrètes pour avancer sur ce sujet d'une écologie en lien avec la vie quotidienne, inclusive et qui permet d'embarquer justement des catégories de la population qui ne voient pas forcément l'intérêt de cette transition. Je laisse la parole donc à Géraud Guibert. Bon, merci beaucoup Mathilde. Je vais être court puisque vous savez que la logique de ces ateliers, c'est bien que vous parliez, que vous interveniez, qu'il y ait un vrai débat entre nous. Et donc je vais être très court. Je suppose que vous avez eu la note, j'espère. Sinon, elle est en lien sur le site de la Fabrique écologique. Donc vous pouvez. Alors j'ai Dominique qui m'appelle. Donc si vous me donnez une seconde. Allô ? Ouais. Donc, Yann est vice-président de Emmaüs France. Et, oui. Et également aussi, il a énormément travaillé sur tout ce qui est justement transition juste, donc c'est-à-dire comment associer des publics en difficulté à la transition écologique. Juste, mais après, je vais laisser parler Géraud. Non, juste pour me présenter, donc effectivement, Yann Fradin, je suis vice-président d'Emmaüs France. Alors, un des vice-présidents ou vice-présidentes, puisque nous sommes 4, sur la branche économie solidaire et insertion, qui est la dimension, pour aller vite, économique, donc des structures d'insertion, notamment, par l'activité économique. Et sans ça, je suis cofondateur de l'association Espace, que certains connaissent peut-être, donc qui est un chantier d'insertion qui fait partie d'Emmaüs France, qui a été créé il y a 30 ans, on va fêter les 30 ans cette année, et qui a été créé suite à la fermeture des usines Renault, où on s'est dit qu'il faut inventer la ville de demain, les emplois de demain. Et donc on est en plein dedans, avec aujourd'hui à peu près 300 emplois tous les jours sur le Grand Ouest parisien, autour des métiers de l'écologie. Mais après, on parlera de la note. Merci. Merci. Donc Dominique Voynet, malheureusement, a des contraintes inopinées, donc s'excuse, elle ne pourra pas venir, elle vient de me le dire. Mais tant pis, on va évidemment... et je suppose que le thème que nous discutons ce soir sera prolongé par de multiples initiatives dans les mois et années à venir, parce que c'est évidemment un thème qui nous paraît très important. En quelques mots, cette note pose un diagnostic. Je pense que nous pouvons tous le partager, mais bien sûr, il peut faire l'objet de discussions. Le diagnostic est assez simple. Nous sommes dans une période qu'on appelle dans la note un recul écologique, qu'on voit bien à toute une série de difficultés budgétaires, normatives ou autres.
et qui se traduit dans la société par une montée d'un refus écologique. Donc notre sentiment du groupe de travail, d'ailleurs je remercie l'ensemble des membres du groupe de travail, dont certains sont présents, je remercie en particulier Swan qui a été le rapporteur, qui est dans la salle. Refus écologique, donc ce n'est pas uniquement de notre point de vue une question de ce que les élites peuvent et doivent faire sur la transition écologique, mais c'est bien une question de la façon dont une partie de la population vit et considère la transition écologique. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, et c'est pour ça que ce groupe de travail s'est créé au départ sur cette idée de transition désirable, et puis a très rapidement considéré qu'il y avait eu des tas de littérature sur la transition désirable, mais qui finalement abordait plutôt la surface des choses, c'est-à-dire la façon dont la transition se mettait en place, la nécessité d'un récit, la nécessité d'un horizon, toutes choses évidemment extrêmement utiles, mais qui n'abordait pas le fond du problème, c'est-à-dire la façon dont, et ça a été très rapidement le diagnostic du groupe de travail, la façon dont un certain nombre de catégories sociales vivent et ressentent les solutions proposées en matière de transition écologique. Il ne faut pas se tromper d'ailleurs, ce sont des catégories sociales qui sont extrêmement sensibilisées au changement climatique et à l'écologie, puisque vous le savez, vous avez 80% des gens aujourd'hui qui considèrent que le changement climatique, il faut absolument agir dessus. Donc ce n'est pas du tout des gens qui sont au départ climato-sceptiques, mais ce sont des gens qui sont extrêmement réticents aux solutions qui sont proposées en matière de solutions écologiques, pour une raison assez simple dans notre diagnostic, c'est que ces solutions frappent de plein fouet leur mode de vie qui est déjà extrêmement contraint. On pourrait en parler longuement sur les revenus, d'où le concept que nous avançons, qui je pense est assez riche en termes de réflexion et ensuite de propositions, qui est celui de prisonnier écologique, qui veut dire que ce n'est pas simplement une question de niveau de revenus. Certes, la quasi-totalité des revenus très modestes sont dans une situation où ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de l'alimentation, ils n'ont pas le choix d'un logement bien isolé, ils n'ont pas le choix d'habiter près de leur travail, beaucoup d'entre eux n'ont pas le choix. Mais il y a aussi une partie de la classe moyenne qui est dans cette situation de prisonnier énergétique, même s'il a des niveaux de revenus un peu plus élevés. Et je pense en particulier à deux situations. La première, c'est une situation d'une famille avec enfants qui achète son logement à 30 km du centre-ville, tout simplement parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer une maison ou un appartement plus proche de la ville. Et de fait, ce ménage est évidemment prisonnier de sa voiture, qui est obligé de prendre sa voiture pour se déplacer, y compris pour faire un trajet domicile-travail relativement long, alors qu'il aimerait très probablement bien être beaucoup plus, avoir une attitude beaucoup plus écologique, mais il est prisonnier de la situation dans laquelle il ne peut pas déménager parce qu'il s'est endetté, il a investi dans cette maison et il ne peut pas faire autrement que d'y rester un certain temps. Le deuxième exemple tout à fait net, que nous avons d'ailleurs déjà souligné dans plusieurs notes de la Fabrique écologique dans le passé, c'est la situation des locataires, y compris en centre-ville, des locataires dans des logements qui sont très mal isolés sur le plan écologique et énergétique et qui, de fait, sont en situation d'isolement. Alors certes, maintenant, il y a l'interdiction de louer pour les logements de catégorie G. Encore faut-il que ce soit appliqué. Encore faut-il que ça concerne aussi les bails en cours, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, vous avez encore aujourd'hui une série de gens qui sont dans ces passoires énergétiques, qui demandent qui y sont parce qu'ils ont des loyers très faibles et un niveau de charge qui, lui, est beaucoup plus élevé, mais qu'ils peuvent réduire, mais en se chauffant moins. Et donc, c'est un problème aussi de qualité de la vie et même de santé publique. Mais ils sont coincés dans leur logement et ils n'arrivent pas à demander à leurs propriétaires de faire les travaux d'isolation qu'il faudrait pour avoir une vie à peu près correcte. Voilà un deuxième exemple de prisonniers, ce qu'on a appelé des prisonniers énergétiques, et qui est tout à fait frappant. Et donc, par rapport à ça, les solutions proposées de politique écologique, et je m'arrêterai là pour laisser la place aux interventions et au débat sur cette partie diagnostic qui est d'ailleurs confirmé à la fois par les résultats électoraux. Ce n'est pas tout à fait non plus anodin de constater que 30 à 40% de gens dans ce pays, voire plus, votent pour des partis qui non seulement sont populistes, mais aussi anti-écologiques.
alors qu'il y a 20 ans, au Grenelle de l'environnement, tous les partis se disaient pro-écologiques. Donc c'est le premier élément de diagnostic. Le deuxième élément, c'est le rapport que le CNLE a produit l'année dernière, qui montrait donc comment, je ne sais pas quel est le titre exact, Conseil national pour la lutte contre l'exclusion, je crois, et qui a fait un rapport tout à fait passionnant l'année dernière et qui montrait à quel point les situations de pauvreté aboutissaient à une très grande difficulté à avoir des comportements écologiques, alors que les gens avaient envie d'en avoir et qu'ils étaient les premiers touchés par les problèmes de changement climatique, d'atteinte à l'environnement, etc., toutes choses qu'on connaît bien. Et donc, ça, c'est pour le diagnostic. Et je terminerai en disant que si on est sérieux sur le diagnostic, il est impératif, de constater que la façon dont les solutions écologiques, la détermination des solutions écologiques, n'est pas satisfaisante aujourd'hui pour convaincre la partie de la population la plus modeste. Et donc, il est extrêmement important de changer de méthode dans ce domaine. Et l'idée générale du changement de méthode que nous proposons, et que nous déclinerons donc dans la deuxième partie, mais ce sera la deuxième partie du débat, c'est cette idée que plutôt que de se dire, comme c'est le plus fréquent, on va faire une politique climatique et il y aura des co-bénéfices. Voilà. Alors il y aura des co-bénéfices pour les emplois, y compris pour la facture énergétique, etc. Plutôt que d'avoir une logique de ce type-là, la logique de la note, qui est assez difficile à tenir, mais qui, à notre avis, ouvre des horizons assez intéressants, c'est de se dire il faut d'abord avoir une réflexion sur quelles mesures pour améliorer la vie quotidienne de ces catégories modestes et de ces prisonniers écologiques, tout en, évidemment, faisant en sorte que les solutions proposées fassent avancer la question du climat et de l'écologie. Donc, renverser la logique pour pouvoir bien démontrer à ces catégories qu'on s'intéresse d'abord à leur mode de vie et on essaye de faire en sorte que la politique climatique leur permette d'améliorer leur vie quotidienne. Donc c'est une espèce de renversement de méthode qui, honnêtement, un journaliste m'a posé la question ce matin, mais est-ce que finalement c'est une question de présentation ? Et du point de vue, on en a longuement discuté dans le groupe de travail, du point de vue du groupe de travail, c'est pas tellement une question de présentation, c'est vraiment une question de ce qui est dans la tête des décideurs et des gens qui réfléchissent sur ce sujet, qui pensent d'abord quelle bonne solution pour le climat et qui ensuite la déclinent en espérant qu'il y aura des co-bénéfices. Or, ça doit être évidemment absolument l'inverse. Il faut d'abord penser à l'amélioration de la vie quotidienne et ensuite, évidemment, faire en sorte que ça se décline par une amélioration climatique et écologique. Et donc, c'est une mutation de pensée, de méthode, finalement assez forte dans l'état d'esprit et aussi assez forte parce que ça oblige à sortir des silos habituels où l'écologie, le ministère de l'écologie fait de l'écologie, le ministère du social fait du social, et où finalement il n'y a pas d'articulation entre les deux. Voilà, j'arrêterai là pour cette petite première présentation, et je repasse la parole à Mathilde pour animer ce débat. Merci. Donc je vais donner la parole à Yann. Donc Yann, par rapport à la note et à la présentation de Géraud, que vous inspire ce diagnostic et que vous inspire la notion de prisonnier écologique, prisonnier énergétique, au vu de votre expérience justement dans l'insertion et avec des publics qui sont dans des situations difficiles. Voilà, quelle est votre réaction ? Merci. Moi, ce que je dirais, c'est que, alors, dans l'insertion par l'activité économique, on est bien, vous voyez ce que c'est, les chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion. C'est des personnes qui sont à l'emploi, dans l'emploi ordinaire, un contrat de travail de droit commun, quelques petits aménagements, quelques petites spécificités, et donc dans à peu près 4000 structures en France d'insertion, donc réparties sur toute la France. Et c'est à peu près 300 000 personnes par an qui travaillent dans ces structures-là. Là, on a les personnes, je dirais, les plus en difficulté dans le monde de l'emploi. Il ne faut pas exclure les personnes qui ne sont pas dans l'insertion par l'activité économique. Par exemple, des bénéficiaires du RSA, des AA qui ont trop de difficultés pour accéder à l'emploi, des personnes handicapées psychiques, etc. Mais des personnes sortant de prison ou autres. Et donc, du coup, ce qui est intéressant de l'autre côté, c'est que l'insertion par l'activité économique,
90-95% de l'activité, c'est de la transition écologique. Alors assez simplement, hein. Pourquoi ? Parce que le critère quand même de l'État pour aider ces structures-là, c'est l'intérêt général. Donc c'est quand même intéressant qu'il sous-entend que l'intérêt général, c'est la transition écologique, et que les politiques publiques le fassent. Deuxième chose, l'économie sociale et solidaire, dont on fait partie, a toujours investi les champs non investis, et les champs qui restent les zones blanches, comme on peut dire. Et donc la transition écologique, on est bien dans ces zones blanches, puisque c'est le monde de demain. La transition écologique, tout ce qui relève de la transition écologique. Et donc, du coup, voilà, quand on va, pour aller vite, quand on va monter un atelier, on va plutôt monter aujourd'hui un atelier vélo qu'un garage de voitures thermiques. Ça semble assez logique en termes d'insertion, mais même de nouvelles activités. Alors ça, l'État, il n'a pas toujours compris. Là, je sors juste d'une réunion avec la ministre du Travail, mais l'État a du mal à le comprendre. Et tu disais, Géraud, effectivement, les politiques de silo des ministères. Et celui du travail, c'est un des plus intéressants parce que lui, justement, il gère tout. Il gère le travail. Donc le travail, c'est à la fois du social, quand on parle de l'IAE, ou même des emplois précaires, etc., de l'intérim ou quoi, et l'activité. Alors son salle social, il gère le social, les difficultés, et puis la transition écologique, le ministère de la transition écologique, il gère la transition écologique, qui est un truc un peu évasif, parce que si on ne gère pas l'emploi, par exemple, ou si on ne gère pas le foncier, si on ne gère pas les bâtiments, c'est un peu difficile de parler de transition écologique, en tout cas de l'incarner. Et donc, du coup, on est effectivement sur ces emplois-là, et donc avec des personnes, les fameuses personnes dont vous parlez dans la note, qui seraient les prisonnières de la transition écologique. Moi, je suis un peu, je suis questionnant par rapport à ce sujet-là, pas tant sur la réalité, qui est un fait, mais surtout c'est sur cette représentation. C'est-à-dire que, plus largement, c'est une question de méthodologie, alors qu'aborde la note, et que justement on utilise dans l'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire que comme les personnes, elles sont mises en emploi, 80% des personnes qui viennent nous voir, elles viennent parce qu'il y a un emploi. Elles ne viennent pas pour faire la transition écologique. Elles ne viennent pas pour l'atelier vélo. Elles ne viennent pas pour nettoyer les berges de Seine. Elles ne viennent pas pour faire du tri ou du réemploi. Elles viennent parce que c'est le seul boulot qui leur est proposé, in fine. Puisque nous, on a la spécificité dans l'action par l'activité économique d'embaucher que les personnes qui n'ont pas été embauchées par d'autres. L'inverse d'un employeur classique. L'employeur classique, il essaie de prendre la perle rare, le meilleur, d'arracher la meilleure personne à force de CV et autres, de sélection. Nous, on fait l'inverse. Nous, c'est tout le monde vous refuse, et nous, on vous prend. Et puis après, on essaie de faire quelque chose avec ces personnes, et elles font des choses avec nous. Et donc, du coup, sur ce sujet-là, alors, je mettrais juste un tout petit bémol, c'est quand même, il y a des choix dans la vie, et pour tout et tout le monde. Et le fait de choisir quand même l'insertion par activité économique pour les personnes, parce qu'il faut quand même à un moment un choix, c'est quand même un choix. Il y a d'autres solutions qui peuvent exister, des stages, des formations, etc. Il y a plein de choses qui peuvent exister, mais quand même, il y a un choix. Moi, je me souviens, il y a des années, sur les emplois jeunes, où j'avais adoré, d'ailleurs avec Dominique Voynet, qui n'est pas là, on avait fait un séminaire de 1000 emplois jeunes dans l'environnement, en Arles, et il y avait deux grands débats. Un débat avec les emplois jeunes qui travaillaient dans les collectivités locales, et un débat avec les emplois jeunes qui travaillaient dans les associations. Donc tous étaient des emplois jeunes. Et ce qui était assez intéressant, c'est que dans le premier débat, c'était ceux qui travaillent dans la collectivité, au secours, on a un contrat précaire, c'était des contrats de 5 ans. On a un contrat précaire, qu'est-ce qu'on va devenir après ? Ça faisait 2 ans que c'était lancé, donc il y avait encore 3 ans, 4 ans derrière. Et puis dans le sens de l'emploi associatif, c'était comment on va monter des projets, comment on va pouvoir développer de nouvelles activités, etc. Donc je veux dire, le choix d'un employeur à l'autre, alors qui n'est pas complètement... le choix, il est aussi en fonction de l'opportunité, mais il est important chez les personnes. Et donc les personnes qui viennent travailler avec nous, elles font quand même des choix. Mais au-delà, mais sur l'activité, elles font relativement peu de choix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles pratiquent l'insertion, elles pratiquent la transition écologique au quotidien. Elles roulent à vélo sur nos chantiers, elles font de la récupération, elles mangent bio, elles cultivent bio, etc. Et à partir de ça, elles en deviennent, et on a plein de films comme ça depuis 30 ans là-dessus, de témoignages, elles en deviennent militantes. Mais elles en deviennent militantes, même de temps en temps plus que nous. Je veux dire, en disant, voilà, ça devient une identité, parce que la pratique
de créer de l'identité, un peu comme une pratique professionnelle, on travaille dans tel centre d'activité, et bien là, on a des personnes qui deviennent des ambassadrices, des ambassadeurs de la transition écologique. Et moi, je pense que c'est ça l'axe. C'est l'axe, c'est le faire, et c'est le faire, quoi. Et on voit bien des gens qui sont obligés, par exemple, très couramment, la plupart, quoi, beaucoup en tout cas, un certain nombre, font pas de vélo en arrivant. Bon, bah, ensuite, ils voient que le vélo, c'est vachement plus pratique qu'attendre le bus, c'est moins cher, etc. etc. Et tout un certain nombre vont prendre le vélo, vont s'acheter un vélo, vont récupérer un vélo pour rentrer chez eux, etc. Comme solution de transport. On l'aurait plaqué en disant il faut rouler à vélo parce que c'est mieux. Bon, on va dire, je ne suis pas sûr que ça aurait marché, en l'occurrence. Donc vraiment, cette expérience, je pense qu'elle est majeure. Voilà ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est vraiment cet axe qui me semble être un des moyens faciles. On le dit souvent pour les enfants à l'école, hein, faisons-leur trier, faisons machin, etc. On est bien dans cette démarche d'apprentissage par le concret, et ensuite ça devient une habitude de vie, voire un militantisme. Merci. Par rapport à cette première étape, qui a des réactions, des questions, ou bien des membres du groupe de travail qui veulent réagir par rapport à ça? Oui, bonsoir. Alors, effectivement, les choses bougent très vite. Il y a combien? Les dernières municipales, 4 ans, il y avait une vague verte, comme jamais, je pense, d'élus. Prochaine municipale, je pense